Mais ça, il fallait quand même en avoir une sacrée paire en 2016 pour pousser Trump. Parce que Oui, ça c'est sûr. est-ce que l'élection de Biden a changé quelque chose pour toi personnellement? Tu penses que les opportunités professionnelles de te lancer en tant que freelancer, tout ça, t'aurais eu les mêmes en France ou il y a eu quelque chose aux États-Unis qui ont... La manière dont on fait le business ici, c'est... Tout maintenant que tu es devenu citoyen, tu vas pouvoir voter en 2024. Mhm. Donc la question pour toi, pour qui vas-tu voter et surtout, qui va remporter l'élection selon toi? Est-ce que si le prix pour ne pas payer cet impôt, c'est de renoncer à sa citoyenneté, est-ce que toi tu le ferais? Howdy folks et bienvenue dans ce nouveau format The American Story où je vais vous raconter des anecdotes, mais en fait c'est pas moi qui vais vous les raconter, ça va être des invités, des gens qui soit habitent aux États-Unis, soit qui sont allés en voyage, soit qui ont des business aux États-Unis et qui vont vous raconter un peu sur leur parcours, des anecdotes, des histoires intéressantes autour des US. Et en ce moment c'est les élections et j'étais très heureux d'être contacté par Éric Marchais, alors aucune relation avec Baptiste Marchais, ni avec Georges Marchais d'ailleurs, on en a parlé juste avant. Éric qui est un Français qui habite en Géorgie. Vous savez que la Géorgie est un état clé lors de cette élection de 2024 et donc on va pouvoir avoir un peu son ressenti sur les élections, mais vous inquiétez pas, on va aussi parler de son parcours en tant qu'expatrié. Éric, bienvenue dans le podcast. Salut Olivier. Je suis très très content de te recevoir aujourd'hui. On va parler... ça va être une discussion un peu ouverte. Il y a quelques thèmes que je voudrais aborder, mais si ça diverge sur d'autres sujets, il n'y a aucun problème. Je pense que ça va intéresser les internautes. Bon, j'espère. Me connaissant, il est fort possible que ça diverge. Ah d'accord, très bien. Bon tant mieux. C'est des interviews plus faciles à faire quand ça s'élargit comme ça. Alors toi, tu habites aux États-Unis depuis combien de temps? Écoute, je suis arrivé pour faire mes études. J'ai fait une année de master ici en 90. Donc, et puis je suis reparti très très brièvement pour environ 3 mois une fois que j'avais passé j'ai eu mon diplôme. Donc entre septembre 91 et janvier 92, je suis retourné en France. Les choses n'ont pas fonctionné aussi bien que je pensais en France et donc je suis revenu ici et donc ça fait pratiquement, je dis ça fait 34 ans que je suis ici. Ouais, ça fait 34 ans. Ah ouais, d'accord. T'as dû voir beaucoup de changements dans l'état de la Géorgie, j'imagine. Incroyable. Ça a dû changer beaucoup, parce que je sais pas comment ça a voté républicain solidement dans les années 90, j'imagine. Non? Absolument. Ouais, voilà. Déjà oui, mais même au niveau de tout, quoi. Je veux dire, c'est un État qui a pris une telle croissance. Moi, les environs où j'habite ici, je suis au nord d'Atlanta. Je suis dans une banlieue d'Atlanta, mais on est à environ 45 minutes de downtown. Et donc, moi, quand j'ai déménagé, quand je suis venu ici en 90, ici, c'était des fermes à chevaux, quoi. C'était de l'agricole. Ça s'est complètement développé. C'est incroyable. C'est vrai que les Américains, ils sont très forts dans leurs grandes villes comme ça, là, d'aller étendre les banlieues à l'infini, ouais. Ah ben surtout, enfin, je connais pas beaucoup d'autres grandes villes. Je sais qu'un peu au Texas, c'est certainement un peu comme ça. Ouais. Mais Atlanta, c'est une ville où les gens te diront, tu peux pas vivre sans une voiture. Ah oui, bien sûr. Ouais. À moins il n'y a pas beaucoup de villes américaines. Il y a un petit peu de transport en commun, mais sinon, la ville est tellement étendue que tu peux pas vivre sans une voiture. Ouais. Et donc, Atlanta, la Géorgie, ça s'est fait par tes études, c'est ça en fait? C'est là où tu avais commencé aussi? Ouais. Oui, voilà. Moi, je suis venu faire un MBA à l'université d'Emory, qui est à Atlanta. Alors tout à fait honnêtement, moi, avant d'avoir postulé pour déposer ma candidature à Emory, je savais pas du tout où Atlanta était. Hein. J'avais pratiquement jamais entendu parler. Mais il se trouve que dans mon école, dans ma prépa que j'avais fait avant, il y avait 2 personnes qui étaient une année avant moi, qui avaient été à Emory, qui me l'avaient chaudement recommandé. Donc je l'ai mis sur ma liste j'ai postulé à 3 universités, j'ai été pris dans 2 et j'ai choisi Atlanta plus ou moins parce que, surtout parce que, juste petite anecdote, Atlanta m'offrait la possibilité de faire un MBA. Un MBA, normalement, c'est 2 ans. M'offrait la possibilité de faire un MBA en 1 an. Une année de calendrier, c'est-à-dire que j'intégrais une session d'été juste quand j'arrivais. Et ensuite, j'intégrais la 2e année directement en septembre. Et donc, en 1 an, une année calendaire, j'avais fini mon diplôme.
Ouais, Moi, ça d'accord. m'intéressait parce que ayant fait mon service militaire juste avant, je voulais rattraper cette année. Et donc voilà. D'accord, ah oui, oui, donc gain de temps. C'était quoi l'autre université dans laquelle tu avais été accepté? George Washington. Ok, ça marche. Donc, Et la troisième où ouais. j'avais pas été accepté, c'était l'université de Virginia, UVA. Ok, très bien, très bien. Et tu bosses dans quel domaine? Enfin, c'était quoi tes études? Alors, j'ai fait un MBA en marketing, marketing international, et puis maintenant, je suis devenu infographiste. D'accord, ok, ouais, Euh, ouais. mais bon, j'ai mon propre business, et puis j'ai côtoyé beaucoup de grands, de cadres des grandes entreprises locales, et donc c'est vrai que mon MBA m'aide beaucoup. Je parle un peu leur langage, mais bon, Ouais. je les aide à communiquer. D'accord, ok, très bien. Ouais, ouais. Ça, je vais avoir des questions pour toi après sur les changements de mentalité qu'il y a eu entre les Oh années là là. 90 et maintenant, parce que ça, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a plus de wokisme, il y a plus de politiquement Tellement. incorrectes, choses à dire. Ouais, j'imagine que tu as beaucoup de choses à nous raconter. Mais du coup, toi, les États-Unis, tu es arrivé avec un visa F1 étudiant, quelque chose comme ça, au début? Oui, ça doit. Alors, je me rappelle Ouais, plus effectivement, mais c'était donc la raison pour laquelle je t'expliquais, j'ai été obligé de retourner en France en septembre, c'est que mon visa étudiant arrivait à sa fin. ouais, Et en 91, bon, je sais pas si les gens se rappellent, mais il y avait un peu il y avait une récession. George, pas W, mais le George Bush, le père. ouais. Et donc, bon, bah, les entreprises déjà n'embauchaient pas beaucoup, puis en plus, un citoyen français avec un visa qui se terminait, j'étais pas vraiment un candidat idéal, dirons-nous. Ouais, d'accord. Et donc, Et je suis revenu en France pour 3 mois. Bon, il se trouve que pendant mes études, j'avais rencontré une jeune femme qui est ensuite devenue ma femme. Donc, je suis rentré. On a plus ou moins mis les autorités devant le fait accompli. C'est-à-dire que je suis rentré, on s'est mariés, et puis après, on a embauché un avocat qui nous a fait toute la. ouais, mais c'est toute- comme ça qu'il faut faire, hein, parce que même avant, il y avait un visa fiancé, mais c'est la galère absolue, ce truc-là. Oui, 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 oui. Et puis Alors, je bon, crois qu'il n'existe plus. Ouais. c'était pas le film Green Card. Hein. On était vraiment amoureux. Oui, On est resté ah bon, on est maintenant divorcés, mais on est d'accord. quand même resté mariés 25 ans et on a 2 enfants. Donc, Ouais, d'accord. Mais c'est vrai que c'est un peu l'accélérateur, hein, oui, oui, ah bah effectivement, absolument. le Bah mariage. Ouais, ouais. pour nous, c'était plus ou moins la seule solution. Et puis, bon, bah, Ouais, ça s'est pas trop mal passé, quoi. d'accord. Et toi, les États-Unis, c'était difficile ou pas, venant de France, de te dire je vais partir de France pour aller m'installer dans un autre continent? Euh, Comment ça s'est Alors, passé? alors moi, les États-Unis, pour moi, c'était toujours un peu un rêve. D'accord. Euh, j'adorais quand j'étais au lycée, au collège, etc. Tout ça, j'adorais l'anglais. J'avais toujours. D'ailleurs, moi, j'ai passé un bac C et j'ai eu mon bac C à cause de l'anglais. D'accord. Le Parce bac que C, j'ai eu. c'est littéraire, c'est ça? Non, Je non, connais. bac C, c'était le bac mathématique. Je sais pas Ah, pourquoi. d'accord, ouais. Je sais pas pourquoi ils m'ont orienté vers un bac C. D'ailleurs, parce que j'étais pas vraiment scientifique, mais bon, je me suis débrouillé tant bien que mal. Mais j'ai eu 19 en anglais et c'est ce qui m'a, c'est ce qui m'a permis de passer mon bac. Ah, d'accord, ouais, ouais. Et donc voilà. Mais c'était donc pour moi les États-Unis c'était toujours un peu un rêve. J'avais passé j'avais déjà passé pas mal de temps en Angleterre avec des pen pals, tu sais, où tu écrivais des Ouais. lettres, etc., etc. Et cetera. Et Comment on puis, appelle ça? Des je me rappelle plus correspondants. comment on l'appelle. Correspondant, voilà. Ouais. Et puis, bon, bah, je regardais les films américains. Je me rappelle, pendant des années, je regardais beaucoup le ciné-club parce que, tu sais, les films en noir et blanc qui passaient en VO avec les sous-titres. D'accord. Parce que moi, ça me permettait de pratiquer un peu. Et Ouais. donc c'est vrai que c'était toujours un peu un rêve. Et c'est quoi qui te plaisait aux États-Unis? Le rêve, c'était quoi? C'était quoi le The Ça, American c'est, Dream? c'est une bonne question. Bah, écoute, moi, je crois que c'est surtout l'idée un peu que j'en avais vu des films que je regardais, etc., etc. Ouais. C'était les grands espaces, c'était la liberté, c'était les choses comme ça. Bon, bah, c'est vrai que
quand tu y habites, les choses sont un petit peu, hein, t'en reviens un petit peu, mais c'est vrai qu'au départ, c'était quand même ça. Moi, je me rappelle la première fois que je suis venu aux États-Unis, donc c'était avant, c'était en fait en 1985. J'ai Ouais. passé un été. C'était ma première année de ma prépa où ils nous demandaient de faire un stage en fait dans une entreprise américaine. D'accord. Et bon, mais il fallait que ça soit un stage en tant que travailleur manuel. Et Ok. donc, j'avais trouvé une boîte qui embauchait des étudiants français pour pousser des chaises roulantes sur le boardwalk à Atlantic City. Ok. Ouais, alors si tu as des questions, je comprends. Hein. Oui, bah, du coup, il y a des gens sur les chaises roulantes, j'imagine. Ah oui, 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 exactement. oui, d'accord. Tu transportes, c'est un peu comme les pousse-pousse, quoi. Tu transportes des touristes. Le D'accord, boardwalk ok. à Atlantic City, ça doit faire, enfin à l'époque, ça faisait 2 miles ou 3 miles de long, et sur ces 3 miles, il y a une vingtaine de casinos espacés D'accord. comme ça, et donc les gens se font, et puis entre les deux, il y a des magasins, il y a des Ok. vendeurs de glace, il y a des vendeurs de hot dogs, etc., etc. Et donc les gens se font pousser comme ça. Et donc j'ai fait ça pendant 3 mois, mais je me rappellerai toujours ma première fois arrivé. J'étais avec un ami. On est arrivé, donc pour aller à Atlantic City, on a d'abord passé 3 jours à New York. On était au YMCA sur la 34e rue. Et je me rappelle avoir passé ma nuit à la fenêtre au YMCA. J'ai une toute petite fenêtre et Ouais. j'écoutais les bruits de la ville. C'était les sirènes de police, c'était la fumée qui sortait des bouches d'égout, etc., etc. Ouais. Ça Pour t'a moi, rappelé un peu ça les y est, films alors. c'était formidable. Ouais. Ça, c'est marrant que tu sortes cette anecdote parce que moi, c'était un peu pareil. Le truc où je me suis rendu compte que j'étais aux États-Unis, c'est que je me suis réveillé un matin parce qu'il y avait un camion de pompiers qui avait les sirènes américaines. Eh, Et en fait, le camion m'a réveillé en passant à toute vitesse dans la rue. Et là, je me suis dit, mais attends, mais c'est le camion des films en fait. Tout de voilà, suite. exactement, Voilà. Et là, exactement. ouais, on se rend compte Non, qu'il pour y a moi, des bruits j'étais comme là, ça. cette première nuit dans New York, avant de partir à Atlantic City, je m'en souviendrai toute ma vie. Ouais. Donc, t'as pas été déçu des États-Unis, évidemment, puisque tu y vis depuis 34 ans, mais donc le rêve, c'est quand même un peu confirmé. Ce que tu voyais dans les films, c'est confirmé. Ça s'est adapté, t'as Oui, vu oui, ce que oui. c'était vraiment la vie, tout ça, voilà. Mais toi, tu ne te vois pas rentrer en France du tout. Enfin, ouais, j'imagine, au bout de Non. 34 ans. Là. Alors, je, je me verrais peut-être acheter une propriété et venir passer 3, 4 mois de D'accord. l'année. Ouais. Mais je reviendrai pas. En plus, bon, bah, tu sais, moi, 34 ans ici, j'ai pratiquement toute ma vie professionnelle Ouais. est passée ici. Donc, j'ai jamais cotisé à quoi que ce soit en France. Donc, j'aurais droit à rien du tout Ouais, c'est là-bas. ça. Donc, Oui, ça va pas être la vie de rêve. Voilà. bah non, forcément pas. Ça marche, ça marche. Et du coup, alors la Géorgie, c'était à la base pour l'école. Et finalement, tu y Mhm. es resté. Mais c'est parce que Oui. ta Alors, j'ai femme habitait découvert, là-bas. Ouais. j'ai découvert un état, donc, je t'ai dit que je connaissais pas du tout, mais où les gens étaient chaleureux, il faisait vraiment bon vivre. Et d'ailleurs, Ouais. il y fait toujours bon vivre. J'adore vivre ici. J'ai visité plusieurs autres États. Il y en a certains où je me verrais bien déménager. Il y en a beaucoup d'autres où non, jamais. Ouais. Euh, Quels États? On veut des noms. Oh bah, tu sais, on va parler politique un petit peu plus tard, mais bon, déjà, Ouais. la Californie, certainement. J'adore la Californie en tant que visiteur, en tant que touriste, mais je pourrais pas y habiter, je pense pas. Ok. Euh, bon, je vais pas trop taper sur New York parce que ma nouvelle femme est de New York, donc je Ah. peux pas trop rien dire. Elle est de Mais New York City ou New York State, upstate? elle est de New York City. D'ailleurs, j'ai D'accord. passé un peu de temps dans le nord de l'État, dans des endroits comme Rochester ou Rochester, c'est une très belle ville. Bon, Ouais. j'ai visité Buffalo, mais c'était à la fin novembre et franchement, c'était pas génial. Hein. Ouais, c'est le Canada là-bas. Mais, bah oui, c'est exactement. Oui, c'est ça. Donc, Donc finalement, non, et puis Atlanta, voilà, ça, voilà, Atlanta, ça te va encore et une tu y es resté fois, depuis une longtemps, ouais. ville, une ville en pleine expansion. Ouais, Donc c'était franchement très 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 bien. Et puis encore une fois, moi je me rappelle,
quand j'étais dans les appartements ils m'avaient mis quand j'étais à l'université dans un appartement pour les élèves les candidats qui font master. J'étais au 10e étage et tout ce que je voyais à perte de vue, c'était des arbres. Cette ville Ah a oui, été construite dans une forêt. oui, c'est vrai. Et bon, bah, ça, déjà, rien que Ouais. j'ai adoré, ça m'a fasciné. Alors, effectivement, hein, tu t'approches de downtown et il y a pas beaucoup d'arbres, hein, mais Oui. il y a quand même énormément de végétation dans Atlanta. Et puis, je te dis, les gens sont sympas. On a du soleil, je crois, ils nous disent, on a du soleil quelque chose comme 270 jours par an. Ouais, ça m'étonnerait pas, ouais. Donc, bon, bah, dans l'ensemble, on n'a pas trop à se plaindre, quoi. Ouais. Ouais, Atlanta, c'est une ville, j'y suis allé plusieurs fois, c'est une ville assez étrange. Parce que c'est une grande ville, mais il y a quand même un peu Oui. cette ambiance des États du sud de l'Amérique qui est toujours là, malgré que ce soit une grande ville et que ça reste un peu impersonnel, tout ça. Il y a effectivement beaucoup d'arbres, c'est très surprenant. Et elle est très très étalée comme ville aussi. Mhm. Ouais, comparé à New York Absolument. City qui est extrêmement Les, dense. les gens te diront ici, c'est la plus grande petite ville que tu aies jamais visitée. Ouais, C'est-à-dire que moi, bon, en ce moment, c'est vrai que ça fait plusieurs années maintenant que je travaille à mon compte et donc je travaille depuis chez moi. ok. Mais je rencontre souvent des gens et en discutant un peu avec des gens pendant 5-10 minutes, tu te rends compte qu'on a une demi-douzaine de contacts en commun. D'accord, ah ouais, ouais. Donc, il y a tellement de gens qui se connaissent déjà. Bon, c'est une ville quand même. Je crois que la population métro d'Atlanta, on doit être à 3 millions et demi ou 4 millions de personnes quand même, hein. Donc, Mais est-ce que c'est- est-ce qu'il n'y a pas une question de réseau? Parce qu'en fait, moi, à Atlanta, il y a un truc qui m'a choqué, c'est à quel point il y avait quand même un peu cette ambiance de ségrégation qui était restée, où il y a vraiment des quartiers. Il y a des quartiers pour un certain type de population et un Mhm. quartier pour d'autres. Et c'est un truc qui m'a frappé à Atlanta beaucoup plus que dans des villes comme Dallas ou d'autres villes du Sud, Houston aussi, ou qui étaient des villes du Sud, où on pourrait s'imaginer qu'il y a encore un peu cette ambiance. Et à Atlanta, enfin, je ne sais pas si tu partages ce point de vue, mais quand tu conduis dans la ville, tu changes vraiment de zone, quoi, malgré que ce Oui, soit la même ville. Ouais. absolument. Du Alors, coup, tu as dans la ville l'impression. Ouais. elle-même, oui, absolument. Et c'est vrai que historiquement, il est bien connu il y avait des démarcations comme ça. Il y avait certaines rues qui sont connues pour être en fait la limite d'un Ouais. quartier, de passage d'un autre, etc., etc. Alors bon, il y a aussi beaucoup, maintenant, on parle il y a beaucoup comment on dit, gentrification, ça se dit, Ouais, c'est ça, ouais. enfin. Donc je crois que bon, on a quand même fait beaucoup de progrès, Oui, hein. ça en est Et loin quand puis même, ouais. et puis enfin, ceci c'est mon opinion personnelle, hein. Je suis pas j'ai pas d'expérience directe, mais je pense on a fait beaucoup de progrès. Et donc bon, moi personnellement, c'est vrai que c'est pas. Et puis en plus, je te dis, je suis un peu dans les suburbs, donc Ouais, t'es à 45 minutes de la ville, donc c'est vrai que c'est. c'est Ouais, un peu différent, hein. ouais, c'est un peu différent, ouais. Atlanta, ouais. Plus Oui, grand aéroport du monde, même d'ailleurs, si c'est absolument. toujours le cas. Ouais, ouais, qui est Non très, très seulement étonnant, ouais. plus grand aéroport du monde en passagers et en volume de cargo, Ouais. donc Non, c'est complètement dingue. Et puis c'est si vous volez avec Air impressionnant. France vers les États-Unis, vous avez grande chance de passer par Atlanta parce que c'est un gros hub Oui, Delta. Delta tout Air France, c'est de même voilà. alliance. Ouais. Voilà, Donc si bah vous moi voyagez, ouais. il fut un temps quand j'étais plus jeune et que j'avais pas trop les moyens quand je rentrais en France, tu sais, je prenais des vols qui transitaient par j'ai même transité une fois par Dallas. Ah ouais, donc Euh, c'est reparti dans l'autre sens pour aller voilà, tu vers. pars dans Ouais. l'autre sens. J'ai transité par New York, etc., etc. Et puis une ou deux fois, tu sais, au moment de Noël, tu transites par New York et puis l'avion peut pas décoller. Alors t'es obligé de prendre t'es obligé de prendre une chambre d'hôtel et puis tu perds un jour de vacances. Ouais. Alors là, j'ai dit non, merci, hein. Ouais, Maintenant, ouais. je voyage vol Ouais, direct ouais. uniquement. Et Atlanta, c'était accueillant pour un Français? Parce que tu disais que tu te débrouillais bien en anglais, tout ça, mais il y a quand même eu un temps d'adaptation. J'imagine, tu t'es senti accepté euh, quand tu es arrivé? Ben, oui, alors moi, je te dis déjà, moi je suis venu donc pour faire des études.
Rien que déjà à l'université, il y avait une myriade d'étudiants étrangers, donc on avait un peu, on sortait un peu ensemble. Il y en avait certains qui connaissaient déjà des Américains. Il y avait plusieurs étudiants américains aussi, mais absolument, jamais trouvé, jamais eu aucun problème, jamais eu de l'impression de me sentir que les gens voulaient pas. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas jamais. En fait, je te pose la question parce que moi, je partage complètement ton avis. Je me suis jamais senti rejeté ou j'ai jamais senti que j'avais pas accès à une opportunité parce que j'étais étranger. Mais il y a énormément de personnes qui stressent de ça et qui se disent aux États-Unis, surtout des gens qui sont asiatiques ou qui sont noirs, qui me disent ah mais si je vais au Texas, c'est raciste un peu quand même. Je fais mais non, absolument pas. Tu n'auras aucun problème. Mais tu seras un peu la curiosité. Si tu vas moi, j'habite dans un petit village ici. Je suis le seul Français. Je suis connu comme étant le seul Français. Voilà, effectivement. Voilà, vous serez connu comme étant le seul Français si vous êtes à Atlanta, évidemment. Vous serez un parmi. Il y a peut-être 15 000 Français à Atlanta. Mais ouais. Mais ouais, c'est marrant que souvent dans les commentaires, je retrouve cette question, genre est-ce que c'est facile d'être accepté? Est-ce que les gens t'en veulent et tout? Mais bon. Écoute, alors, est-ce que c'est une question de couleur de peau? Encore une fois, je peux pas répondre directement. Ouais. Ceci dit, je pense pas que quelqu'un qui est alors asiatique, je sais pas, mais quelqu'un qui serait noir serait vraisemblablement très bien accueilli à Atlanta. Oui, c'est 40% de la population. Voilà, je crois qu'on est à 35 ou 40% de population africaine-américaine, donc il y a absolument. Ouais. Et Atlanta, alors, c'est une ville qui a beaucoup changé, comme beaucoup de villes américaines sur ces 30 dernières années. Qu'est-ce qui, toi, t'a frappé le plus? La différence entre Atlanta 1993 et 2003. Est-ce que déjà, tu choisirais une autre ville? Est-ce que ça te plaît, là, ce qui se passe actuellement à Atlanta en 2023? Moi, oui, absolument. J'ai aucune raison de chercher une nouvelle ville. Bon, puis en plus, je te dis, j'ai ma vie, ma femme et moi, on est une famille reconstituée. Tu sais, on a 6 enfants entre nous deux. Et donc, on vient de se faire construire une maison. Donc c'est vrai pour l'instant, on ne cherche pas à partir. Ouais. Hein. D'accord. Et ça, c'est bien de le souligner parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent et qui se disent dès que j'ai une opportunité, dès que le vent tourne un petit peu, je suis prêt à déménager, je suis prêt à bouger. Mais il faut se rendre compte, les gars, qu'à partir du moment où vous avez une famille, vous avez acheté une maison, c'est pas. Enfin, ok, il y a peut-être des trucs woke qui se passent à Atlanta, il y a peut-être des choses politiquement qui vous plaisent pas. C'est pas super facile de bouger. Et aussi, quand vous habitez à 45 minutes de la ville, moi aussi je suis à 45 minutes de San Antonio, vous êtes immunisé de 90% de ce qui se passe politiquement. Ouais. Absolument. Il y a beaucoup de choses, même qui se passent à Atlanta, dont moi je n'entends parler que par les réseaux sociaux ou les informations. C'est ça. Parce que ce ne sont pas des choses qu'on vit directement. Par exemple, en 2020, il y avait les émeutes Black Lives Matter. J'imagine qu'à Atlanta, il y avait des manifestations, des choses comme ça. J'imagine que là où tu habites, aucun blocage de rue, rien du tout. Alors, non, il y avait. Alors, je crois qu'il y avait un ou deux enfants de ma femme qui avaient décidé de participer à des manifestations. Donc, ils sont allés downtown. Mais sinon, non, je pense qu'il y a. Et encore une fois, moi, je suis un peu dans mon cocon plus ou moins toute la journée, mais ici, c'est vraiment une jolie petite banlieue calme. Mais on a tout à portée de la main, donc on a de bons restaurants, on a tous les magasins qu'il faut, etc., etc. Les seules raisons pour lesquelles j'ai besoin d'aller downtown, c'est si je veux aller au zoo, à l'aquarium, ou alors au consulat, si j'ai besoin de faire des formalités administratives. Bon, quand je vais voter, par exemple, c'est au consulat. Bon, faut aller dans Midtown, quoi. Ouais, là, tu n'y échappes pas. Donc voilà, c'est bien qu'on l'ait reprécisé. Mais du coup, maintenant, ceci étant dit, il y a des choses qui ont changé entre 1993 et 2003. Comment est-ce que tu pourrais décrire la différence, les changements de mentalité, les changements dans la ville, le changement d'ambiance sur les 30 ans que tu as passé? Je crois que le changement de mentalité, il s'est fait tout à fait naturellement parce que Atlanta, bon, spécialement, surtout avec les Jeux Olympiques de 96, est devenue une ville qui attirait beaucoup de monde. Je crois que pendant un temps, on avait des taux de croissance mais qui étaient phénoménales. On rajoutait quelque chose comme 200 000 personnes dans la ville par an, des choses comme ça. Et donc forcément, tu as un influx
de gens avec beaucoup de personnalités, de croyances, de bords politiques différents, et donc forcément, comment on dit, le make-up, l'ensemble change un peu, ça change un peu. Mais tout à fait honnêtement, moi, je peux pas dire avoir ressenti une franche différence. Il y a toujours cette qualité de vivre, il y a toujours je crois que les gens, les gens sont peut-être un petit peu plus stressés, peut-être, mais je crois que c'est la vie. Je crois que c'est non seulement la vie de la ville, et puis je suis aussi bien qu'on soit sur les réseaux sociaux en train de faire un podcast, je suis un peu aussi toujours en train de me dire, si on avait un peu moins de réseaux sociaux, ça serait peut-être pas une mauvaise chose. Ouais, donc finalement c'est quelque chose qui touche tout le monde, hein, les réseaux sociaux. Absolument, absolument. On commence à se préoccuper de beaucoup de choses. Et justement, en parlant de réseaux sociaux, comment est-ce que... Alors déjà, là, toi où tu habites et à Atlanta en général, comment est-ce qu'est vu Donald Trump et Kamala Harris? C'est quoi le sentiment par rapport à ces deux bords politiques actuellement? Écoute, moi, si je vois, les gens avec lesquels je discute ont l'air plutôt Trump. Bon, c'est mitigé, hein, certainement. Ouais. Les panneaux dans mon voisinage, dans les jardins, je dirais que c'est 55% Trump, 45% Harris. D'accord. C'est bien que tu mentionnes les panneaux parce que ça, les Américains, ils adorent afficher leur opinion sur leur pelouse. Ils adorent. Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence entre 2024 et 2020 en termes d'affichage de Trump ou de Biden ou Harris? Alors honnêtement, oui, parce que je me rappelle, ce qui d'ailleurs, moi j'ai toujours eu une idée que, 2020, on prend peut-être l'occasion d'en reparler. Ouais. Je voyais des panneaux Trump partout. Mais alors, en 2020. En 2020. D'accord. J'ai l'impression d'en voir moins maintenant. D'accord. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que l'engouement est le même, si ce n'est plus, mais que les gens gardent un peu plus les choses, un peu plus, comment on dit en anglais, près de la veste. Ouais. En fait, tu penses qu'ils partagent moins leur opinion, mais qu'ils n'en pensent pas moins qu'avant. Voilà, absolument. D'accord. Absolument. C'est intéressant ça, parce que c'est toujours un peu les problèmes avec les sondeurs, et surtout pour sonder les républicains, parce qu'on dit souvent que les sondeurs sont pro-démocrates, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont manipulés, ils sont payés pour aider les démocrates, mais surtout qu'ils ont un travail plus difficile, parce qu'il y a chez les républicains, c'est beaucoup plus dans la mentalité, quand il y a un sondeur qui décroche le téléphone, qui appelle au téléphone, de dire « Ah non, je suis pas intéressé, je raccroche ». Voilà, absolument. Et donc, ou alors carrément de leur mentir. Oui, c'est ça, ouais. Parce qu'il y a des répercussions quand même, hein. Il y a pas des revanches, mais il y a des gens, vraiment, si vous êtes républicain dans des villes démocrates, vous risquez d'avoir moins d'avantages, vous risquez de ne pas avancer dans votre carrière autant. Et surtout dans les grosses entreprises type Disney, tout ça, qui sont infiltrées par le wokisme et tout ça, si vous affichez vos opinions républicaines, vous risquez de ne pas avancer aussi vite dans votre carrière. Donc il y a un peu... Les républicains citadins, il y a un petit peu de retrait. Ils aiment pas trop parler politique. Ouais. Ouais, j'ai travaillé dans plusieurs grosses boîtes ici. J'ai passé 5 ans chez Coca-Cola et puis. D'accord. Coca-Cola qui vient d'Atlanta, hein, pour ceux qui savent. Absolument. Ouais. Le siège est ici. Et donc, moi, tu sais, en général, quand je suis dans l'entreprise, j'amène pas ma politique. Ouais. Donc, c'est pas tous les gens sont pas comme ça. Mais moi, personnellement, je pense que mes opinions politiques sont les miennes et je les garde pour moi quand je suis au bureau. Ouais. Après ça, les gens font ce qu'ils veulent. Hein, mais c'est un peu aussi, encore une fois, c'est une des choses qui me plaît. Hein, on a la liberté d'expression, c'est clair. Les gens peuvent s'exprimer sur ce qu'ils pensent. Et tant qu'on n'est pas en train de se mettre sur la gueule, je peux dire ça. Ouais, c'est ça. Ça c'est l'idéal. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, en 2016, Donald Trump a remporté la Géorgie. Est-ce que c'était une surprise pour les gens? Alors,
J'ai pensé Parce que pour replacer le contexte sur les auditeurs, c'est que Oui. la Géorgie est acquise aux Républicains. Il me semble que McCain avait remporté la Géorgie. Mhm. Voilà, c'est-à-dire que la Géorgie, c'était pas tellement une surprise qu'elle allait chez les Républicains à l'époque. Par contre, la surprise, c'était Trump, parce qu'en fait, tout le Oui. monde le donnait perdant. Il avait 9% de chance de gagner selon l'agrégat de sondage Real Clear Polling à l'époque, il me semble. Donc, c'était quand même un peu une surprise que Trump l'emporte. Et la Géorgie, qui commençait à passer démocrate, vu que la Géorgie est passée démocrate en 2020, elle va peut-être passer républicaine en 2024. En tout cas, c'est ce que les sondages semblent l'indiquer. Là, on est à 2 semaines de l'élection, on enregistre. Oui, oui. Est-ce que quand même, en 2016, c'était une surprise pour les gens? Ou finalement, c'était bon, ça a toujours été républicain, pourquoi pas, quoi? Non, je crois que c'était une surprise pour beaucoup de gens, mais je vais être tout à fait honnête avec moi. À l'époque, j'écoutais beaucoup, je ne sais pas si tu as entendu parler de cette personnalité de radio qui s'appelait Rush Limbaugh. Oui. Et il était un peu le grand ponte du conservatisme à la radio. Il avait une émission de 3 heures tous les jours de la semaine qui était retransmise sur genre 700 stations de radio. Et j'écoutais. Et lui, il était persuadé que Trump qu'il fallait pas écouter les sondages et que Trump allait être élu. Il avait aucun doute. Et tout à fait c'est vrai, ouais. Moi, j'avais aucun doute non plus. D'accord, ouais, parce que du coup, tu étais influencé par Rush Limbaugh. Voilà, ouais. absolument. Ouais. Mais ça, il fallait quand même en avoir une sacrée paire en 2016 pour pousser Trump. Parce que oui, là, pour le coup, parce que là, maintenant, c'est évident, tout le monde a compris qu'il avait remporté l'élection et tout ça. Mais à l'époque, si on regardait les chiffres, il n'y avait aucun doute sur le fait que Clinton allait l'emporter. Oui, j'habitais encore en France à l'époque, je me rappelle, j'ai même pas suivi la nuit électorale. Je me disais, allez, c'est bon, je vais me réveiller. Je crois qu'à 2 semaines de l'élection, il donnait Hillary Clinton, elle était à 9 points d'avance dans les sondages. Oui, enfin, c'était, mais c'était plus que ça, c'était 11 points à la fin. Ouais. Non, pardon, c'était 7 à la fin et redescendait. Ouais. C'était du garanti, quoi. Oui, c'était complètement garanti, ouais, voilà. c'est ça. Mais du coup, absolument. toi, ça t'a pas surpris personnellement, parce que du coup, tu étais Moi, personnellement, non. entre guillemets. Ouais. Alors oui, j'avais beaucoup d'amis qui ont été très surpris. Certains bien surpris en bien et d'autres pas tellement. Ouais, c'est ça. Mais bon, donc non, voilà. Personnellement, c'était quelque chose. Je crois qu'en écoutant ce mec à la radio, il nous donnait des détails qu'on n'entendait pas toujours sur les. Et puis bon, 2016, je sais pas si j'étais un petit peu moins. J'étais certainement moins sur les réseaux sociaux parce que je crois qu'à l'époque, je devais juste avoir Facebook et encore, j'étais peut-être pas très très actif. Donc, j'obtenais surtout mes informations de la part de ce mec-là et puis de choses que je lisais. Et donc, non, moi, pas surpris du tout. D'accord. Est-ce que l'élection de Biden a changé quelque chose pour toi personnellement? Est-ce qu'il y a une loi qui t'a impacté? Il y a quelque chose dans sa politique qui t'a impacté? Est-ce que... Je te laisse répondre, c'est assez large comme question. En dehors du fait, oui, je dirais oui, puisque Biden est arrivé au pouvoir en 2020, début 2021, et son administration a commencé à mettre tout plein les mandates, surtout au niveau de la pandémie. Oui. Et donc, bon, bah là, forcément, on était impacté. Alors, je vais te dire tout à fait honnêtement, encore une fois. Nous, on avait une position, j'ai l'impression qu'on avait un peu une position de privilégié en Géorgie. On a un gouverneur qui a fermé l'État. Je crois que ça a commencé quand tout s'est fermé aux alentours de la mi-février, quelque chose comme ça, en 2020. Ouais. Et lui, il a dit, je crois que c'était en avril ou mai, il a déjà commencé. Alors, on n'a pas tout réouvert, hein, mais il avait commencé à réouvrir les restaurants avec, je crois, c'était 25 ou 50% de capacité. Ouais. Bon, bah, fallait porter le masque. Ouais. Mais déjà, on pouvait sortir, on pouvait retourner au restaurant, on pouvait soutenir les petits commerçants, les entreprises locales. Donc ça, moi j'ai trouvé que c'était une très très bonne chose.
Ouais. Donc oui, je pense que il y a certainement des lois, il y a des réglementations qui ont été mises en place par l'administration Biden qui nous ont impactés. Est-ce que je pourrais t'en citer une particulièrement? Non, pas vraiment, je pense. Au Ouais. niveau business, Ouais, au niveau moi, business. moi mon travail est, je dis pas qu'il est à l'épreuve de toutes ces choses-là, mais c'est vrai que en général, les fluctuations dans mon business n'ont pas l'air d'être de répondre à quelques motivations politiques que ce soit. Alors que ce soit Trump au pouvoir ou Biden au pouvoir, c'est vrai que j'ai toujours un peu plus ou moins les mêmes fluctuations parce que bon Ouais. je suis un peu, parce que je trouve pas d'autres mots, je suis plus ou moins un freelancer. Ouais. Et donc, freelancer, tu es toujours un peu, à chercher un peu après le client. Et puis, tu as des périodes où tu es très, très, très occupé. Puis, tu as des périodes où tu fais rien. Et donc, c'est un peu toujours la même chose. D'accord, ok. Ouais, ouais. Ouais, on le rappelle parce qu'il y a deux choses que j'aimerais mentionner. C'est que déjà, en ce qui concerne la réponse Covid et aussi sur la fiscalité et choses comme ça, c'est beaucoup à l'initiative des États de le faire. Texas, moi j'habite au Colorado pendant le Covid, mais Texas, Colorado, Géorgie ont eu une rouverture rapide, un Covid entre guillemets raisonnable par rapport à New York, Californie. la Californie, où là il y a eu des mandats de masques jusqu'à pas loin d'un an et demi après, quoi. Ils sont en train de les remettre dans certains comtés de Californie, les Oui, mandats de j'ai vu, masque. ouais, dans les hôpitaux et tout. Enfin voilà, c'est le nouveau normal là-bas. Mais donc voilà, c'est beaucoup à l'initiative des États plus que du président. Absolument. Et sur la question business, c'est pareil, c'est que l'administration Biden n'a pas changé les taxes sur les business. Ils ont gardé, Non. malgré qu'ils le critiquent, les réductions d'impôts de Trump. Ils disent c'est des réductions pour les milliardaires. Ils n'y ont pas touché d'un pouce alors qu'ils avaient la majorité au Congrès de 2020 à 2022. Donc c'est un peu rigolo. Par contre, ce qui risque de toi t'impacter en tant que freelancer, ça va être si effectivement Donald Trump change encore les tranches d'impôts à la baisse. Notamment, je ne sais pas quel statut tu as, mais si tu es incorporé ou que tu as une LLC avec des partners, des associés, et que tu déclares des bénéfices, Trump veut les passer c'est 25 à 18%, c'est ça? Oui, je crois que c'est ça. L'impôt sur les sociétés? Alors, j'ai pas de partenaire, ouais. je suis une LLC sole proprietor, comme ils disent. Unipersonnel, ouais. Voilà, unipersonnel, donc je sais pas. Bon, ça va pas te concerner plus que ça, quoi. Ouais. Voilà, j'ai un comptable qui est très très bien, qui est d'ailleurs un ancien agent des impôts de l'IRS. Ah, très bien, des avoir dans la poche. Donc moi j'amène ma paperasse. En général, je prends rendez-vous avec lui aux alentours de février-mars. J'amène mes papiers, il s'occupe de tout. Il s'occupe de tout, ouais. Bon, bah très bien, ouais. C'est ça qu'on veut. L'expert comptable. Ouais, absolument. Ouais. C'est ça, mais il y a des choses qui vont. Oui, mais enfin bon, ça c'est sûr qu'il y a toujours des modifications. Alors bon, encore une fois, à mon niveau de revenu, la différence, elle est pas. Ouais. Elle est pas énorme. Hein. D'accord. Est-ce que tu penses que les opportunités professionnelles de te lancer en tant que freelancer, tout ça, tu aurais eu les mêmes en France ou il y a eu quelque chose aux États-Unis qui ont fait que ça t'a encouragé à te lancer alors que tu l'aurais pas forcément fait en France? Je sais que c'est compliqué parce que tu n'as pas vécu très longtemps en France finalement par rapport à ton expérience. Mais... Voilà, bon, déjà il y a ça. C'est vrai que je connais pas, mais bon, moi j'ai vu mon père en fin de carrière qui avait passé toute sa vie dans des entreprises. Et puis, il a pris sa retraite, entre guillemets, et puis il s'est dit, il y avait plein de gens qui venaient le voir et qui lui disaient « on a besoin de toi ». Mais il faisait de la formation pour équipes de vente et commerciaux et marketeurs. Et donc, il s'est mis à son compte. Il a fait ça pendant 5 ans, 5-7 ans, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Et je me rappelle, il me disait, c'est pas facile. Bon, alors heureusement que ma mère est expert comptable, donc ça a aidé un peu à la création de l'entreprise, mettre tout ça en place. Mais moi, la seule chose que j'ai eu à faire, c'est il y a un client qui m'appelle, qui me dit j'ai besoin de tes services. Bon je fais le travail, il me paye et à la fin de l'année, je déclare. Sur mes impôts, c'est tout. C'est comme ça que ça marche aux États-Unis, pour ceux qui ne se rendent pas compte. Il n'y a rien d'autre à faire.
En France, on se dit, il faut se déclarer en tant qu'auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, pardon, c'est déjà une procédure très très simplifiée. Voilà. Mais il y a quand même des histoires de numéros de SIRET et tout ça derrière. Aux États-Unis, vraiment, vous récupérez sur votre compte courant un revenu sans problème. Absolument. Alors après, il faut garder trace de tout et le déclarer. Oui, hein, oui, non, mais voilà. Donc, Mais, je garde tout, bien sûr. Mais moi, par exemple, j'ai jamais éprouvé le besoin, par exemple, d'ouvrir un compte business, un compte bancaire business. Voilà. Je fais tout sur mon compte personnel. Voilà. Ça dérange personne. Et je te dis, à la fin de l'année, mon comptable, il m'a jamais rien dit. Donc, s'il y avait un problème, il me le dirait. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Mais c'est ça. Ouais. Je pense que les gens qui connaissent pas le système américain, ils imaginent qu'il faut séparer entreprises et tout ça. Et pourtant, j'insiste, parce que là, on parle de LLC unipersonnel. On a l'impression que c'est un business. Maintenant, c'est une LLC, donc c'est l'équivalent d'une SARL, donc c'est responsabilité limitée. C'est l'entreprise qui est responsable juridiquement de ce qui se passe. Donc, en fait, c'est ça qui est dingue aux États-Unis, c'est que tu as la protection de la SARL, mais tu as toute la flexibilité derrière de pouvoir utiliser ton compte courant, de ne pas avoir à déclarer des choses, de ne pas avoir à demander des numéros de SIRET ou des IEN aux États-Unis. C'est EIN, j'ai oublié le... Oui, voilà. Ouais. La seule chose que ça m'a coûté, c'est de m'enregistrer auprès du secrétaire d'État de la Géorgie, et qui s'occupe de tout l'enregistrement des entreprises. Je crois que ça m'a coûté $100 pour l'enregistrement. Et puis voilà, après ça, tu renouvelles ça, je crois, tous les ans pour 25 ou $30, quelque chose comme ça. Et puis voilà, donc moi j'ai mon nom officiel avec LLC, etc., etc. Ouais. Et puis non, donc c'est vrai que la manière dont on fait le business ici, c'est quand même, il y a moins de paperasse, c'est moins administratif. On parle toujours de la bureaucratie française. Hein, les Français se plaignent toujours de la bureaucratie française. En l'occurrence, ils ont raison. Oui, là, pour les entrepreneurs, je pense que oui, ceux qui connaissent savent. Hein. Ouais. Donc, toi, ton entourage là autour de toi, c'est surtout des Américains ou il y a un peu de Français quand même? Alors, j'étais pendant un temps. Au jour d'aujourd'hui, c'est surtout des Américains. C'est vrai que pendant un temps, j'ai fait un peu de travail avec l'Alliance française locale. Oui. Alors, je te parle de ça il y a bien 20 ou 25 ans. J'étais très ami avec le directeur de l'Alliance qui a pris sa retraite, donc on se voit encore de temps en temps pour déjeuner. Donc, bon, c'est vrai que j'avais un petit peu plus accès, mais je vais être tout à fait honnête avec moi, j'ai pas cherché à prendre. C'est un peu de ma faute, hein. J'ai pas vraiment cherché à prendre contact avec beaucoup de Français. Si j'en rencontre, j'ai aucun problème. Hein. Ça arrive souvent. J'adore partager, hein, mais. Ça arrive souvent que tu rencontres des Français? Honnêtement, pas trop. Ouais. Alors, il y avait littéralement l'Alliance française. C'était quand? Il y a 2 semaines. Il y a 2 ou 3 semaines, ils avaient organisé dans un quartier d'Atlanta qui s'appelle Buckhead, avait organisé le French Market. Okay. Et il y avait et donc j'ai rencontré un ou deux Français ce jour-là. Bon, c'était surtout un peu pour eux, c'était comment on dit, fundraising. Pour lever des fonds. Ouais. Voilà, pour eux, c'était pour lever des fonds pour l'Alliance. Donc, donc j'ai rencontré quelques Français là. Mais sinon, non, c'est vrai que alors par contre, je suis très, très, très investi. Je regarde les informations françaises autant que je peux. Ouais. Je regarde, j'écoute des podcasts français. Tous les matins, j'allume YouTube et j'écoute l'œil de Philippe Cadrivière tu connais Philippe Cadrivière sur RTL. Et pourquoi est-ce que tu fais ça? C'est parce que tu veux suivre pour les gens de ta famille qui sont en France, ou c'est parce que tu es curieux de suivre? Qu'est-ce qui motive? Oui, ça m'intéresse. Ouais. Et puis bon, c'est vrai que c'est quand même mon pays, hein, donc bien que je me sois fait naturaliser il y a 2 ans, j'ai gardé les 2 nationalités. Et donc je considère la France toujours comme mon pays, et donc c'est vrai que je veux continuer à m'intéresser. D'accord. Tu sais, bizarrement et un peu paradoxalement, donc quand je suis arrivé dans ce pays, ici aux États-Unis, j'avais 24 ans. J'avais jamais voté dans une élection française à 24 ans. D'accord. Donc en fait, tu as voté pour la première fois. Il a fallu que je vienne aux États-Unis pour commencer à voter aux élections françaises. D'accord, ouais.
T'as vu pour qui ils votent les Français aux États-Unis, hein? Oui, J'avais fait oui, une vidéo là-dessus. ça, il y a. Moi, mon vote surtout à Atlanta, mon vote est en général plutôt perdu. Ouais, pour ceux qui veulent voir ça, j'ai décortiqué tous les chiffres de l'ambassade sur quel bureau de vote, parce que c'est bien, en Amérique du Nord, on a les chiffres des votes par ambassade Oui, et aussi les votes par Internet, parce qu'on peut voter par Internet en législative en tant que Français à l'étranger. Et j'ai oui. toute une vidéo qui vous montre pour qui votent les Français à l'étranger. Euh, il y a quelque chose là, puisque tu suis l'actualité, tu as dû voir qu'il y a cette proposition d'amendement de LFI qui vise à aller taxer les Français à l'étranger. T'as entendu parler Oui. de ça? Ah Alors oui, toi, ça oui, va pas oui, te concerner absolument. parce que c'est une question de, il faut avoir vécu en France 3 ans sur les 10 dernières années, donc toi, tu es exempt du Oui, oui, truc. oui. C'est une question qui se pose un peu là parmi des groupes d'expatriés auxquels je parle, c'est est-ce que si le prix pour ne pas payer cet impôt, c'est de renoncer à sa citoyenneté, est-ce que toi tu le ferais ou tu préférais payer un impôt pour rester français? Ah, tu me poses la question? Oui, à toi. Si jamais ça te Ah oui, concernait, qu'on te non, disait non, il fallait... Ouais. non, non, moi, je ne renoncerai à ma citoyenneté française pour rien au monde. D'accord, pour rien au monde, ouais. Donc si Non, le non. fisc français te dit, bon, Eric, c'est gentil, mais tu nous dois 3 000 € par an, tu les payes pour garder ton passeport, ta Je citoyenneté, me tout ça. débrouillerai, absolument, D'accord, absolument. Non, absolument, ouais. non, non, C'est important pour beaucoup de je gens, je suis pense que c'est français. bien de... Ouais. D'accord. Et Je suis tes enfants français. aussi sont français? Comment est-ce que tu as réussi à transmettre à tes enfants ça, cet attachement au pays en France? Comment ça s'est Alors, passé? plus ou moins bien selon mes enfants. Alors, je t'ai dit, ma nouvelle femme et moi, nous avons 6 enfants, mais il y en a 2 qui sont à moi D'accord. directement. Un garçon et une fille, 23 et 26 ans. Le garçon a 23, la fille a 26. Ok. Alors, elle, quand elle était toute petite, je travaillais beaucoup à la maison. Donc, je lui parlais souvent en français. Donc, elle a beaucoup plus elle adore la France. Elle va passer. Bon, maintenant, elle travaille, donc c'est plus difficile. Mais quand elle était encore à l'université, qu'elle avait 3 mois de vacances en été, elle allait Ouais. passer 8 ou 9 semaines avec mes parents. Ah, d'accord, Et ouais. donc, elle parle très bien français. Euh, Mon fils, bon, son intérêt est un peu moindre, mais ceci dit, il a énormément de capacité, de facilité à apprendre les langages, donc il lui faudrait pas grand-chose. Ouais. Mais eux, j'imagine, se sentent américains avant tout, non? Absolument, Ouais, c'est ça. absolument. Ouais. Oui, oui. Mais j'ai quand même fait les démarches administratives. Ils ont leur passeport français, D'accord, etc. ok. Donc ils ont la citoyenneté et tout. Ouais. Absolument, parce que je leur ai dit un jour, je pense que ça vous aidera. Ouais. Ah bah, si on peut avoir l'option, il faut absolument le Ben faire. oui, puis Tu ça sais, moi, ouvre. j'ai des gens qui me disent, hey, quand tu vas devenir américain, tu vas renoncer d'être français. Mais je leur réponds, pourquoi est-ce que je le ferais? J'ai aucun Oui, intérêt à renoncer exactement. à une option que j'ai, quoi. Donc, ouais. Exactement. Tu es en train de faire les démarches? Je pourrais déposer dans 2 ans, là, les papiers Dans de 2 ans, naturalisation. J'ai eu d'accord. ma green card il y a 3 ans, là, donc c'est assez D'accord, récent, d'accord, ouais. d'accord. Je suis en D'accord. début de voyage. Oui, alors que moi, j'avais eu ma green card donc pratiquement immédiatement et j'ai renouvelé ma green card 2 fois Ouais. avant de penser et donc et puis en plus j'ai commencé à faire mes démarches pour la naturalisation en plein milieu de la crise du Covid et donc je crois que ça m'a pris 2 ans et demi à tout finaliser. Oui, c'est ça, c'est 2 ans et demi, ouais. Pourquoi est-ce que tu n'avais pas demandé la naturalisation pendant 20 ans comme ça? Écoute, pendant un temps, alors d'abord, je sais même pas si c'est vrai, mais j'avais l'impression que pendant un temps, pour devenir citoyen américain, il aurait fallu que je renonce à ma citoyenneté française. Il me semblait qu'il y avait des lois, etc., Je etc. Je sais, il y sais a pas beaucoup si... de gens qui me posent la question et j'ai l'impression qu'ils me disent à chaque fois, ah, j'ai entendu autre chose. Et je me demande effectivement si c'est quelque chose a changé. Mais non, là, actuellement, Non, voilà, et aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de renoncer. Ouais. c'est pour ça que j'ai entendu dire, j'ai un ami qui est aussi français, qui est aussi marié à une américaine qui habite en Virginie, et lui, je pense que ça doit faire, pour lui, ça doit bien faire il y a 5 ans, quelque chose comme ça. Un jour, il poste sur Facebook avec son nouveau passeport américain, etc., etc. Alors je me dis, je lui ai envoyé un Ah, texto, je dis tiens. alors, mais donc t'as pas eu besoin de... Il me dit non, non, on n'a plus besoin maintenant. Donc moi ça m'a Oui, donné un peu, voilà, ça y est, je me ouais. suis dit, ben, s'il y a plus de problème, je le fais absolument.
D'accord, ok. Bon, c'est très très bien. Alors du coup, sur ce format de podcast, je voudrais te poser la killer question, la question qui tue. Et la réponse d'Eric est disponible uniquement pour les souscripteurs YouTube et les abonnés Patreon. Je vous remercie tous ceux qui soutiennent la chaîne. Vous avez les liens en description pour connaître la réponse d'Eric, qui habite depuis 34 ans en Géorgie, notre expert de la Géorgie aujourd'hui. J'ai une question pour toi, surtout maintenant que tu es devenu citoyen, tu vas pouvoir voter en 2024. Donc la question pour toi, pour qui vas-tu voter et surtout, qui est-ce que tu penses qui va remporter l'élection selon toi? Alors, tu sais, c'est marrant. J'ai commandé ça hier sur Amazon et je viens de les recevoir. Ça va peut-être te donner une idée.